Hello mes pommes! On se retrouve pour une nouvelle interview positive et inspirante. Vous savez à quel point cette chaîne est dédiée à l'énergie positive. Vous savez qu'en tant qu'hypersensible, c'est très important pour moi de vous donner un nouveau visage, quelque chose de positif et quelque chose qui va vous montrer à quel point vous pouvez vous réaliser en étant vous-même. Et aujourd'hui, j'ai un invité qui compte beaucoup pour moi, que nombreux connaissent, c'est Saverio Tomasella et c'est vraiment extrêmement important pour moi de le recevoir aujourd'hui. Merci Saverio d'être avec nous. Merci Elise, merci beaucoup. Alors Saverio, pour ceux qui ne le connaissent pas, même si je pense que nombreux dans le milieu de l'hypersensibilité le connaissent, il est donc psychanalyste et écrivain. J'ai pris un de ses bouquins que j'ai adoré, qui est À fleur de peau, pour tous les hypersensibles qui veulent apprendre à se connaître, ils veulent démarrer, c'est un roman initiatique formidable. Tu as fait aussi beaucoup de livres. Et avant qu'on commence cette interview, je veux aussi rappeler à quel point c'est grâce à toi qu'on a notre journée de l'hypersensibilité qui se tient chaque 13 janvier maintenant. On a eu l'occasion de se rencontrer à cet événement-là. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Et est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'hypersensibilité ? Donc déjà, merci beaucoup Elise de m'inviter et merci à vous toutes et vous tous qui nous écoutez. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est très simple, c'est une sensibilité plus élevée que la moyenne. Et c'est une définition suffisamment large pour que toutes les personnes très sensibles puissent s'y reconnaître et puissent sentir qu'elles font partie d'une grande famille. Et nous représentons 30% de la population, ce qui est énorme, que ce soit en France, en Europe, en Amérique du Nord, dans tous les pays occidentaux. 30% de la population, c'est beaucoup. Alors, pour la définition de l'hypersensibilité de façon plus précise, disons qu'il y a 3 grands axes. Le premier axe, c'est une très grande sensorialité. Les personnes très sensibles vont sentir plus les odeurs, les parfums, les bruits, les lumières, les vêtements, certains tissus qui grattent ou des étiquettes qui grattent, etc. Ou même certains signes venant de l'équilibre du 6e sens qui est la kinesthésie, donc la position du corps dans l'espace, etc. Et on verra que ça a un rôle important. Et elles peuvent être gênées donc par trop de sensations concernant les yeux, les oreilles, le nez, etc. Ça, c'est le premier axe. Et dans ce premier axe, il y a quelque chose de très intéressant aussi, ce sont les synesthésies. C'est-à-dire qu'en même temps qu'une sensation, je peux avoir d'autres sensations qui se réveillent, c'est-à-dire qu'en même temps qu'un son, je peux voir des couleurs, ou en même temps que je vois quelque chose, avoir une musique qui se réveille en moi, des odeurs qui réveillent aussi des couleurs ou des visions. Les sens sont liés entre eux. Ce qui est important aussi parce qu'on verra quand il y a de la saturation, cette synesthésie va multiplier la saturation sur plusieurs sens. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, ce sont les émotions. Les grands sensibles, ce sont aussi des personnes qui ont beaucoup d'émotions, des émotions très variées, beaucoup plus variées que la moyenne des émotions dont on parle généralement, et une grande intensité dans leurs émotions. Elles vivent les choses très fortes, de façon très forte. Et en plus, le retentissement des émotions, la résonance des émotions va être amplifié. C'est-à-dire que ce qui peut paraître anodin pour quelqu'un, pour nous, personnes très sensibles, va prendre énormément de place en nous. Nous allons être chamboulés, bouleversés, au contraire exaltés. Et ça va durer plus longtemps, et c'est pour ça que ça peut aussi nous poser des questions, on se demande ce qui s'est passé, et prendre du temps, le fait de vivre l'émotion va prendre plus de temps pour nous. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est un axe cognitif, un axe au niveau de la pensée, du mental. Généralement, pas forcément toutes les personnes très sensibles, mais une très grande partie des personnes sensibles, nous sommes aussi des personnes qui réfléchissons. Nous avons besoin de donner du sens à notre vie, nous avons besoin d'avoir des relations authentiques, nous essayons d'être le plus juste possible, et donc forcément, ça nous pose des questions qui sont des questions de fond, qui ne sont pas des questions inutiles, qui sont des questions essentielles et existentielles. Ça, ce sont les 3 grands axes de l'hypersensibilité. Merci pour ce récapitulatif que je trouve hyper pertinent. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers une vidéo que je vous avais fait il y a quelques temps sur les 3 piliers de l'hypersensibilité, aussi pour vous donner des exemples concrets de comment moi je les traverse et qui corroborent exactement ce que vous partage Saverio. C'est très important de faire ce panel, ce 360 de votre sensorialité, de vos émotions, de votre hyperactivité mentale et aussi de tout ce que vous allez ressentir des autres et de vous. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de la différence pour toi entre l'hypersensibilité et l'ultrasensibilité ?
Alors merci Élise de me poser cette question très importante parce qu'effectivement il y a une différence et je m'en suis rendu compte avec d'autres chercheurs de l'Observatoire de l'ultrasensibilité au fil des années. Alors la première différence va venir de l'empathie. Curieusement, au début, on a cru que toutes les personnes hypersensibles avaient une très grande empathie. On pourrait dire que toutes les personnes hypersensibles étaient aussi hyper empathiques. Or, il se trouve que nous nous sommes rendus compte à travers des témoignages, des expériences et des enquêtes que ce n'était pas forcément le cas. Donc la première différence qui caractérise l'ultrasensibilité, c'est une très forte empathie qui va se caractériser par une grande écoute des autres, une façon de sentir les ambiances quand on entre dans une pièce ou quand on entre dans un groupe, de sentir de façon très fine les émotions des autres et de les recevoir de façon forte, ce qui fait que parfois des personnes très empathiques peuvent avoir mal dans le corps à un endroit ou l'autre, a mal ou concernant la maladie de quelqu'un d'autre, alors qu'elle n'est absolument pas au courant de cette douleur ou de cette maladie. Donc l'hyperempathie, cette grande empathie est très très importante dans l'ultrasensibilité. Ça en fait une immense qualité de solidarité, de compassion, de bienveillance, de tact. Mais attention, ça peut aussi être une source de fatigue, voire d'épuisement, si on donne trop par rapport à ce qu'on est capable de donner de son niveau d'énergie du jour. Donc faisons attention à notre empathie. Le deuxième axe, c'est l'axe de l'intuition. Là encore, les ultrasensibles, les personnes ultrasensibles ont une immense intuition. Alors, il y en a qui l'écoutent, il y en a qui ne l'écoutent pas, mais en tout cas, c'est un don vraiment de l'ultrasensibilité, d'avoir cette grande intuition qui fait que plutôt que de passer par la rationalité, plutôt que de passer par le mental, nous avons des flashs, nous avons des informations très rapides qui nous viennent, et c'est important d'en tenir compte parce que ce sont des informations qui vont nous aider dans les relations avec les autres, pour choisir un appartement, une relation, vivre quelque chose d'important ou prendre une décision, ou pour comprendre quelqu'un aussi. Le troisième axe, c'est l'empathie, l'intuition, oui, la créativité. Il se trouve que nos enquêtes ont permis de nous rendre compte que les ultrasensibles, généralement, même si nous pouvons souffrir de notre grande sensibilité, même si parfois ça fait trop, même si nous pouvons nous sentir très différents et très en décalage avec les autres, en règle générale, nous avons cet optimisme, cet enthousiasme, cette spontanéité, cette joie de vivre, ce goût de la vie, qui fait que nous aimons créer. Nous aimons apporter quelque chose de nouveau, et ça va vraiment caractériser les ultrasensibles par rapport aux hypersensibles et faire de cette famille des ultrasensibles une famille très créative, très enthousiaste, très optimiste, qui va vraiment dans le sens de ce qui favorise les relations, avec un goût de la relation, un goût de l'être humain. Et c'est marrant parce qu'en t'entendant parler, c'est là où je vois que finalement, moi-même dans ce que je vous partage, dans les vidéos, dans mes coachings, etc., j'ai tendance en fait à utiliser le terme hypersensible en tant que générique. Et ce qui est très très important, c'est de se dire qu'en fait souvent on découvre l'hypersensibilité par ce terme générique, mais aller creuser, aller s'intéresser aux différents axes. Et en fait je suis moi-même plutôt ultra sensible. Donc j'utilise peut-être parfois de façon erronée le terme hypersensibilité pour que tout le monde se reconnaît davantage quand les gens ne connaissent pas. Mais en fait, je suis donc moi-même ultra sensible, l'hyperempathie, et j'ai même une hyperempathie kinesthésique qui nécessite d'être aussi prise en compte et respectée avec cette intuition-là. Et je sais que toi aussi, tu es quelqu'un d'ultra sensible. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu en as pris conscience et comment ça s'est passé pour toi ? Alors oui, c'est important, c'est vrai que je puisse me situer aussi dans ce tableau de l'hypersensibilité, l'ultrasensibilité, en tout cas de la sensibilité élevée, parce que ça peut éclairer mes prises de position, mes recherches, mes écrits. En fait, j'ai eu la chance, quand j'étais enfant, d'être au lycée musical, et donc c'est comme sport-études, mais pour la musique. Donc le matin, il y avait classe, et l'après-midi, tous les après-midi, j'étais au conservatoire avec des cours de musique, de théâtre, de chant. Et en fait, c'était très intéressant parce que tous les après-midi, chacun de nos profs, quelle que soit la discipline qu'on apprenait, nous disait c'est bien, tu as une belle sensibilité, développe ta sensibilité, exprime ta sensibilité, affine ta sensibilité. Enfin, tous les jours, on avait des encouragements extraordinaires par rapport à la sensibilité pour pouvoir devenir de plus en plus artiste et exprimer notre subjectivité, notre originalité, etc. Et donc, j'étais comme un poisson dans l'eau dans cet environnement, alors que le matin, le week-end, pendant les vacances, la plupart du temps, je me rendais compte que soit dans ma famille, soit dans l'environnement social en général, les gens disaient exactement le contraire. C'est vrai.
tu es trop sensible, tu es trop original, ne t'exprime pas trop, mais tu dis trop tes émotions, etc., etc. Et donc, enfant, puisque j'ai commencé, j'avais 5 ans, enfant, je me suis dit, il y a un vrai problème. Ou en tout cas, c'était une question existentielle majeure pour moi, de me dire comment ça se fait que tous mes profs et mes copains du conservatoire, on est dans la sensibilité, on est heureux comme ça, on a envie que ce soit de plus en plus fort, de plus en plus net, de plus en plus précis et de plus en plus généreux. Et tout le résultat, on demande le contraire. Donc j'ai eu après un passage difficile parce que je souhaitais devenir musicien, mes parents n'ont pas voulu, donc j'ai eu un passage où j'ai dû rentrer dans le rang, faire des études de communication, de psychologie, etc. pour devenir psychanalyste et avoir un métier. Mais néanmoins, je n'ai jamais quitté d'abord la pratique artistique, mais aussi ce goût pour la sensibilité. Et je me suis rendu compte dans mon travail de psychanalyste que souvent, les patients et les patientes les plus originaux, les plus atypiques, les plus créatifs et créatives, buter sur cette différence d'être plus sensible que la moyenne. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à cette sensibilité élevée, cette sensibilité différente, cette sensibilité plus forte que la moyenne ou plus forte que ce que la société accepte, valorise, etc. Et donc, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé mes recherches sur la sensibilité élevée et j'ai été passionné. Passionné parce que c'est un univers extraordinaire avec une richesse. Chaque personne que j'interroge est différente. Il y a de la place il y a vraiment de la place pour la spécificité, pour la singularité, pour l'imagination, pour la fantaisie, pour la création. Et donc, je me suis vraiment fortement, je pourrais même dire follement intéressé à la sensibilité élevée. Et c'est ça qui m'a amené à écrire des livres et à parler de la sensibilité élevée aujourd'hui. C'est passionnant et c'est marrant parce que je découvre aujourd'hui, et pourtant c'est pas la première fois qu'on se rencontre et que j'ai eu le plaisir de lire tes bouquins, et finalement qu'on a ce parcours commun sur la créativité et l'aspect artistique, puisque j'ai eu le même parcours que toi sur la danse, où la danse était toute ma vie, où je pouvais m'exprimer, etc. Et après, non, il fallait que ce soit un vrai métier, donc j'ai fait du commerce, là où tu as fait cet accompagnement-là, et on se rejoint aujourd'hui sur cette passion de l'accompagnement humain, et je suis extrêmement touchée de découvrir ça. Et du coup, j'ai envie de rajouter une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es revenu à cette pratique de la musique? Est-ce que tu t'es relibéré par rapport à cette créativité qui a peut-être été bridée par la société? Oui, c'est ça, la créativité a été bridée en partie par ma famille, qui pourtant n'était pas une famille très opposée à la sensibilité, à la créativité, mais qui l'était à sa façon, mais surtout par l'environnement, les études. Je n'ai jamais arrêté de jouer de la clarinette, du piano et de chanter, même de faire du théâtre à certains moments, mais c'est vrai que j'avais éteint un peu cette partie de moi, et que là, au fur et à mesure des années, je me rends compte que c'est vital pour moi d'avoir une expression artistique, bon c'est surtout le chant et le piano maintenant, ou de m'intéresser à l'expression artistique de mes amis, les encourager, etc. Et je pense que ça va avoir de plus en plus de place dans ma vie. Ah, c'est hyper beau de voir ce moment où en fait j'ai l'impression qu'on a tous été hypersensibles petits, comme si en fait cette hypersensibilité n'était pas du tout un problème quand on était jeune. Elle l'est devenue de par la société, de par notre éducation, de par ce qu'on a traversé comme épreuve, et que finalement tout travail d'hypersensible et d'ultrasensible, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais est simplement de se reconnecter à ce noyau d'hypersensibilité qui a toujours été là, mais qui a juste été encapsulé, et comment aujourd'hui on le relibère par la créativité, par le fait de réussir à se sentir soi-même et revenir en fait à cet état qui a toujours été là. Oui, en fait, c'est la grande question. La grande question, c'est effectivement de retrouver la spontanéité, le naturel de l'enfant sauvage. Et j'emploie vraiment ce mot, pour moi, il est très important. Un matin, il y a, je ne sais pas, 1 an à peu près, 1 an et demi, je ne sais pas, à peu près, je me suis réveillé comme si je retrouvais l'enfant sauvage. Comme si après des années, des décennies, il était revenu, il arrivait, et je le voyais venir vers moi, et je lui disais... Ouf, enfin tu es là. Et quand j'en parle, j'ai encore cette émotion immense de me dire quelle perte cette éducation, cette société hyposensible, cette société de la technique, de la mécanisation, du matérialisme, quelle perte de faire en sorte par les sanctions, la normalisation et toutes sortes de choses, que nous perdions l'enfant sauvage en nous, qui est finalement l'enfant le plus vivant, l'enfant le plus audacieux, celui qui sait ou celle qui sait écouter son instinct, son intuition,
qui a des élans, alors voilà, donc ce que je ne peux que recommander, conseiller, souhaiter pour chacune et chacun d'entre vous le grand retour de l'enfant sauvage que vous aviez été, parce que nous avons toutes et tous été un moment dans cette belle façon sauvage d'être dans la nature de notre être. C'est ça. Hein, ouais. Et donc on a besoin de retrouver la nature de notre être profond, chacun le dira comme il veut. C'est d'ailleurs un peu les histoires que je raconte dans ces romans initiatiques, parce que bien sûr, ce sont des histoires simples, des histoires ordinaires, mais c'est vraiment comment retrouver le naturel, la spontanéité, ce qui émerge en nous et laisser faire ça, parce que finalement la sagesse de l'être profond, la sagesse du corps, c'est beaucoup mieux que tout ce que nous pourrions construire mentalement. Et je ne vous en parlerai jamais assez de ce lien corps-esprit où en fait ce n'est pas que mental ce travail, c'est d'aller chercher par le corps. Et donc voilà, je vous en parle pour la danse, mais je vous en parle aussi pour tout ce que vous allez avoir mentalement, de le ressentir physiquement, et comme tu le dis très justement, d'aller aussi à l'écoute de son intuition par le corps, par tous ses ressentis, par la créativité. C'est ultra important, et on sent quand tu racontes ça que ça vibre en toi, et c'est extrêmement beau. Et d'ailleurs je me demande, est-ce qu'il y a eu un déclic? Tu racontes ce moment comme si c'était vraiment une éclosion. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui t'a aidé à retrouver cet enfant hypersensible, cet enfant sauvage en toi? Oui, je pense que c'est plutôt une série de déclics, et le fait qu'un jour, contrairement à ce que la psychanalyse m'avait appris, j'ai compris qu'on était créateur de sa vie. Hein, que c'était important d'être dans cette dimension de je suis en train de créer la vie que j'aime, qui me ressemble, qui me correspond. Et c'est comme ça qu'habitant en centre-ville, il y a 3 ans, j'ai fait un choix important, pour moi qui suis né en centre-ville, qui ai toujours vécu dans des grandes villes, notamment à Paris, puisque je suis parisien, c'est d'aller vivre à la campagne. Donc maintenant j'habite à côté de Chartres, dans le Perche, à 1h20 de Paris, donc je peux venir quand je veux, mais en même temps j'ai une maison, j'ai un jardin, je suis dans les arbres, il y a des oiseaux partout, des écureuils, il y a une espèce de foisonnement de la vie, et je pense que ça a été la première grande décision, qui était oui, je peux vivre dans un environnement qui me convient vraiment et qui va me ressourcer. Et c'est justement dans cet environnement qu'est arrivé ce déclic du retour de l'enfant sauvage, probablement parce que j'avais créé les conditions qui permettaient que ça revienne, que ça refasse surface. Je trouve ça super parce que je parlais récemment justement de cette importance de se responsabiliser sur ses choix. Moi, je sais que je vis actuellement à Paris et je me plains beaucoup du temps parce que je suis très sensible à la lumière, sans grande surprise en tant qu'ultra-sensible. Et finalement, je me dis à un moment, je ne peux pas m'en plaindre sans agir. Et donc, j'ai projeté comme toi d'aller vivre au soleil, de changer mon environnement et de se dire, oui, on est responsable de ses choix, on crée notre vie. L'ultra-sensibilité, c'est un fait, mais à nous de composer autour et de l'accepter et de la voir comme un cadeau et comme quelque chose dont on peut se servir. Alors oui, justement, ça c'est fondamental. C'est qu'il y a un moment, quand on a compris qu'on est hypersensible, ultrasensible, en tout cas plus sensible que la moyenne, qu'on a cette grande sensibilité, la première étape fondamentale et qui est source de toutes les évolutions qui vont venir et les transformations formidables qui vont suivre, c'est je l'accepte. Oui, je suis comme ça. Oui, c'est bien. Oui, je suis bien comme je suis. C'est formidable. Je suis sensible. C'est un cadeau. C'est un atout. Et ça, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile d'accepter de franchir ce pas. Mais je vous assure, ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est fondamental pour que vous puissiez vraiment vous aimer, être fier de cette sensibilité et pouvoir en faire le meilleur. Donc exactement, l'ultrasensibilité, c'est un cadeau, même si ça prend du temps d'en venir sur ce chemin de oui, je suis ultrasensible et c'est parfait comme ça et je me sens bien avec moi-même. Et du coup, je me demande, est-ce que toi, tu as toujours considéré ton ultrasensibilité comme une force? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un cadeau pour toi et pourquoi? Oui, alors, avant que je fasse ces recherches sur la sensibilité élevée et que je puisse affirmer aussi clairement c'est un cadeau, c'est un trésor, c'est un atout. Nous pouvons en être fiers et en faire une force. Vous voyez, c'est déjà un certain nombre d'étapes. Je pense qu'intuitivement, pour moi-même,
de moi-même à moi-même, et avec la chance que j'ai eue d'être au lycée musical, d'avoir des profs qui étaient des artistes, etc., je sentais bien et je savais, j'étais convaincu que c'était merveilleux. Ça ne veut pas dire que je le vivais bien, parce que tant que je n'avais pas pris conscience de tout ça, j'étais tout de même dans des difficultés relationnelles, des difficultés d'être incompris, rejeté, ou de ne pas pouvoir exprimer tout ce que j'avais besoin d'exprimer, ou de ne pas pouvoir vivre des relations aussi authentiques que je le souhaitais. Et donc, c'était là que c'était source de souffrance. Et donc, savoir que c'est connaître, savoir, sentir, être convaincu que c'est un trésor, un cadeau, une chance, un atout, et qu'on peut en faire une force, c'est déjà beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus les difficultés relationnelles. Ça va venir dans un second temps. Comment je fais pour que ça aille mieux dans mes relations? Oui, c'est comme tu disais, il y a ce début, c'est l'acceptation, c'est la base de tout. Et après, tu peux construire ton chemin pour te sentir bien, pour l'accepter. C'est vrai que c'est ultra important de se dire que c'est une force, mais c'est peut-être un début en fait. Qu'est-ce que tu aimerais conseiller à tous les ultra-sensibles qui nous regardent comme Moi, j'ai une méthode en fait de petit pas par petit pas. Oui, c'est extrêmement important pour moi. Et je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi. Des fois, on est confronté à des gens qui ne sont pas dans l'hypersensibilité, qui sont un peu des machines de guerre. Et en fait, moi, j'ai commencé à changer ma vie quand j'ai compris que je fonctionnais comme ça, petit pas par petit pas, et que c'était ma façon d'avancer et que c'était sûrement la meilleure façon. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais comme le premier petit pas à faire pour prendre confiance en soi, accepter son hypersensibilité en tout cas? Alors, oui, c'est important de faire des petits pas. Vraiment, je confirme, moi aussi, que, à la fois pour moi et pour les patientes et les patients que je reçois, le premier petit pas, ce serait de prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'effectivement, si je ne suis pas déjà bien avec moi-même, en forme, dans une espèce de plaisir de vivre, de joie de vivre, de bonheur d'exister, et on n'a pas besoin d'être dans cet état-là tout le temps, mais au moins de le connaître, de le savourer, de savoir que ça existe. Moi, je pense que c'est important que ça commence de soi à soi-même, ou dans une relation amoureuse qui se passe très très bien, ou amicale qui se passe très très bien, mais en tout cas, dans la sphère intime, avant de chercher comment ça va pouvoir se passer mieux dans les relations. Donc, c'est tout simple. Qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce qui me fait du bien? Quels sont les films que j'aime regarder, ou les musiques que j'aime écouter, ou les livres que j'aime lire, ou les paysages que j'aime regarder, ou les forêts, les lacs, ou les bords de mer sur lesquels j'aime marcher. C'est s'écouter suffisamment, prendre le temps de s'écouter suffisamment pour répondre à ses besoins profonds en apportant ce dont j'ai besoin, donc ce dont chacune et chacun de vous a besoin, et que se donner ce temps-là, c'est finalement le meilleur cadeau qu'on puisse faire pour apprivoiser, accepter et bien vivre sa sensibilité. Je ne peux qu'approuver 1000 fois ce merveilleux conseil. On sent que tu es passionné et vraiment c'est un bonheur pour moi de te recevoir aujourd'hui. On sait aussi qu'aujourd'hui, en plus de ton travail de psychanalyste et d'écrivain, et c'est là où je me demande où tu trouves tout ce temps et cette énergie, mais tu es aussi extrêmement impliqué dans la recherche pour l'hypersensibilité, pour l'ultrasensibilité, avec l'Observatoire des ultrasensibles, ou de l'ultrasensibilité, pardon. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu travailles qui sont un peu clés pour l'ultrasensibilité de demain ? Oui, voilà. Alors déjà, le temps, l'énergie, c'est vrai qu'il y a des moments où je suis fatigué comme tout le monde et j'ai vraiment besoin de me reposer et de me retrouver seul. Mais je pense que l'amour apporte beaucoup d'énergie. Et quand je parlais du premier déclic que j'ai vécu, quand j'ai compris que nous étions créateurs de notre vie, c'est un moment où j'ai compris, alors je savais que l'amour était très important dans ma vie, mais là j'ai vraiment compris comme une espèce d'intuition profonde, comme une espèce d'évidence, que ce que je voulais c'était vivre pour l'amour, par amour, et pour à la fois dispenser de l'amour et éveiller l'amour chez les autres. Et donc, à partir du moment où je me suis mis dans cette disposition d'ouvrir le cœur et de donner de l'amour, eh bien, j'ai eu plus d'énergie et curieusement plus de temps et plus de personnes comme toi qui sont venues vers moi, qui m'ont apporté ces belles énergies, cette sensibilité, cette créativité, cette écoute, cette compréhension. Et donc, finalement, je me dis, voilà, le fait d'accepter d'être dans le don d'une certaine façon, il va y avoir des retours et ces retours, la vie est vraiment généreuse avec nous. Donc ça, c'est la première chose. Après, concernant mes recherches, je suis de plus en plus convaincu de la nécessité d'une grande chaîne de solidarité entre ultrasensibles, hypersensibles et personnes très sensibles, et que nous soyons de plus en plus solidaires entre nous. Je sens, c'est pas simplement un vœu, un désir, un souhait, mais je sens
que dans la sensibilité élevée, avec cette empathie surtout chez les ultrasensibles, cette créativité, cette intuition, cette bienveillance, cette capacité de comprendre l'autre, je sens qu'il y a la possibilité de créer un monde nouveau, ou en tout cas de favoriser l'émergence d'une meilleure façon de vivre entre nous et avec les ressources naturelles qui sont les nôtres. Et que c'est pas du baratin, que c'est vraiment, on y croit, on sait que c'est possible, on fait des petits pas justement tous les jours pour que ça arrive, on rencontre des belles personnes qui le font aussi, et moi je ne peux qu'encourager, alors c'est ce que les études confirment, mais je ne peux qu'encourager cet élan du cœur, cette façon de tenir compte de l'autre, même si c'est des petites choses toutes simples avec ses proches, des sourires, des mains tendues, des aides même très simples, et que ce qu'on voit émerger, c'est cette capacité que nous allons avoir ensemble, nous tous les grands sensibles et toutes les personnes très sensibles, à créer une solidarité spontanée, oui, du quotidien. On n'a pas besoin de passer par des instruments politiques ou administratifs ou autres. On peut, nous, partout où on va, donner cet élan de vie qui fait, ou des choses très concrètes qui aident des enfants, des adultes, des adolescents, des personnes âgées, etc. Là où on est, et ça peut changer beaucoup la vie. Merci beaucoup, et c'est ce que tu fais toi aussi dans ton travail, dans tes partages, pour ce temps, pour ces livres. Voilà, je ne peux que vous recommander d'aller parcourir tous les livres que Saverio a écrits sur l'hypersensibilité, mais pas que, parce qu'avec son travail de psychanalyste, vous avez aussi beaucoup de livres sur l'abandon, sur les blessures, sur aussi l'ultrasensibilité au travail. Il y a de quoi passer tout en revue pour vous aussi, pour avoir forcément cette amélioration. Donc vous retrouvez toute sa bibliographie, on peut dire, en tout cas tous ses livres en tapant Saverio Tomasella, et je vous invite aussi à aller voir le site ultrasensible.com, notamment si vous souhaitez trouver des thérapeutes, psychologues, psychanalystes spécialisés de l'hypersensibilité, et toutes ces recherches. Il y a également un très bon test sur ce site-là. Si vous voulez aussi, vous découvrez l'hypersensibilité aujourd'hui, vous voulez savoir si ça vous concerne, en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner et à aller voir ce grand milieu de l'univers de l'hypersensibilité. Allez vous renseigner sur cette ultra-sensibilité si vous vous êtes senti concerné aujourd'hui. Et je tiens sincèrement à te remercier pour ce temps et ce partage de qualité. Merci à toi, Élise. Juste une dernière chose, chaque 13 janvier, partout en francophonie et bientôt, j'espère, dans d'autres pays et d'autres cultures, chaque 13 janvier, nous faisons la fête de la sensibilité élevée. Donc vous pouvez déjà commencer à préparer ce que vous avez envie de vivre, vous, le prochain 13 janvier, pour fêter ce beau trésor de notre sensibilité. Oui, et on espère tous vous y retrouver pour cette belle journée. Avant de terminer l'interview, je voudrais savoir si tu devais me recommander une personnalité positive, inspirante, et si tu as une ultra-sensible, que je pourrais interviewer pour continuer à montrer ce nouveau visage de l'hypersensibilité. Alors oui, je pense par exemple, il y en a beaucoup auxquels je pense, mais je pense par exemple à Fanny Marais. Fanny Marais est une coach à Paris qui est spécialisée dans l'ultrasensibilité, aussi pour aider les zèbres à bien s'en sortir au travail ou à créer leur propre entreprise. Elle est vraiment, comme toi, rayonnante, active, dans la délicatesse, dans l'encouragement, dans la création de liens. Vraiment, elle fait un très très beau travail. Et je ne peux que te la recommander. Eh ben, j'espère aller à sa rencontre très prochainement. Merci encore, Saverio. Je vais t'inviter à te joindre à moi pour le mot de la fin qui va être le Pomme Kiss. Alors, évidemment, je vous invite tous à aller découvrir ce que fait Saverio sur son site, sur les réseaux sociaux, et aller en fait continuer à explorer votre ultrasensibilité. Merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas, je vous le répéterai jamais assez, be Poms, be positive et be yourself. Allez découvrir cette ultrasensibilité de manière la plus positive qui soit, et apprenez à en faire un cadeau. Et on va vous faire un gros bisou pour le mot de la fin qui va être le Pomme Kiss. T'es prêt? Oui. Attention, 3, 2, 1, Pomme Kiss!